Cube Radio. Vous écoutez le 3e épisode du balado, Le Ripou des Hells. Dans les 2 premiers épisodes, avec mes collègues Jean-Louis Fortin et Éric Thibault du bureau d'enquête de Québecor, on vous a raconté comment la police a été mise sur la trace d'une corruption policière d'une ampleur inégalée, qui implique un enquêteur vedette du service de police de la Ville de Montréal, Benoît Roberge. Allez les écouter, parce que si vous n'allez pas les écouter, je vais vous gâcher un punch dans les prochaines secondes. La police de Montréal qui est de nouveau secouée par une crise majeure. Elle aurait eu dans ses rangs une taupe qui aurait vendu des informations aux Hells Angels pendant des années. C'est éclabousse bien sûr aussi le milieu de la justice. Sa conjointe est procureure de la Couronne et l'ex-policier était depuis peu chef de renseignement chez Revenu Québec. Au moment de l'arrestation de Benoît Roberge, le grand public et les médias avaient encore beaucoup de questions. Comment un agent de la paix a pu traverser la ligne à ce point-là et compromettre plusieurs autres enquêtes, mettre la vie de plusieurs sources en danger? Pourquoi Benoît Roberge a fait ça? Au cours des dernières années, on a eu accès à des documents qui peuvent nous permettre de mieux comprendre ce qui se serait passé. Après vous avoir présenté les audios des conversations téléphoniques entre le policier et le motard dans l'épisode précédent, cette fois, on va vous présenter le témoignage saisissant du motard lui-même. Quand il enregistre sa vidéo, qui dure quand même plus d'1h40, quelques heures avant son suicide dans le chalet de Lillette-au-P, René Charlebois le dit lui-même, il veut remettre les pendules à l'heure, il veut en quelque sorte régler ses comptes. Le moins qu'on peut se dire, c'est qu'il va réussir à faire ça. Il va réussir à donner assez de preuves convaincantes à la Sûreté du Québec pour que les policiers se mettent à douter de la bonne foi de Benoît Roberge. Benoît Roberge qui était un enquêteur très, très crédible, très, très réputé. Puis là, avec les déclarations de René Charlebois, c'est assez pour mettre un doute dans la tête des policiers sur la bonne foi de celui qui était un des enquêteurs les plus respectés de la police à l'époque. On va vous faire entendre des extraits et on va commencer par le récit incroyable que Charlebois fait des événements qui se sont déroulés sur une période d'environ 2 ou 3 ans. Je m'appelle Jean-Louis Fortin, je suis directeur du bureau d'enquête de Québecor. Je m'appelle Éric Thibault, journaliste au bureau d'enquête. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Vous écoutez Le Ripou des Hells, épisode 3, une retraite dorée. On est dans ce chalet de Lillette-au-P. Le plan est fixe. On voit le motard René Charlebois de la tête aux pieds. 48 ans, cheveux bruns, assis dans une grande chaise berçante en bois. Il se berce. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est René Charlebois. Je suis un Hells Angels, comme tout le monde le sait, Hells Angels Nomade Québec. Si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pour mettre les pendules à l'heure. Parce que si vous voyez cette vidéo-là, cela voudrait dire que je suis mort. Fait que donc, ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est pour vous montrer à quel point que le système judiciaire ainsi que la police peuvent être dans la vraie vie. Ce que vous ne savez pas. Je vais vous démontrer tout ça avec des preuves à l'appui. Un enregistrement qu'il y a, de plusieurs enregistrements qu'il y a entre moi puis un policier, le rat, qui nous a mis tout en dedans. Je parle évidemment de Benoît Roberge. Au début, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais assez sceptique. Malgré le fait qu'il y a des signes dans le non-verbal
de Charlebois. Il y a une certaine sincérité qui se dégage. Il y a, on se dit, si il ment, il est bon menteur en maudit. Mais j'étais sceptique sur certaines choses qu'il a dit. Mais ça, c'était évidemment avant d'entendre les conversations téléphoniques qu'il y a eu avec Benoît Roberge et qui ont été enregistrées. Ça venait corroborer ou appuyer plusieurs choses qu'il a dit sur sa fameuse vidéo. La vidéo est assez fameuse, en effet, parce que on ne peut pas comprendre seulement en écoutant les conversations le contexte qui les entoure. Mais avec la vidéo de René Charlebois, on le comprend. On est en septembre 2013, puis il faut bien comprendre que René Charlebois vient de s'évader de prison. C'est un fugitif, c'est un homme traqué. C'est un peu sa dernière carte à jouer, cette vidéo-là. Après son évasion, il était allé se cacher là. Il savait que c'était une question de temps avant que les policiers le retrouvent. Et pour lui, il était aucunement question de se faire reprendre vivant parce qu'il était pas question pour lui de retourner au pénitencier. Il avait passé les 12 dernières années derrière les barreaux. Il avait prévu le coup. Il y avait une arme à feu. Il y avait des munitions. Et il avait prévu que dès que la police allait mettre les pieds au chalet, qu'il allait en finir lui-même. Quand il enregistre la vidéo, René Charlebois sait qu'il va mourir bientôt. Avant de mourir, il veut révéler au grand jour que quand il était incarcéré, son collaborateur, c'était Benoît Roberge et pas l'inverse. Alors René Charlebois voulait que tout le monde sache que c'est pas lui qui collaborait avec la police, mais que c'était la police qui collaborait avec lui, que Benoît Roberge était devenu le ripou des Hells. Fait qu'on voit qu'il a déjà bien planifié non seulement sa mort, mais aussi ce qui va arriver après sa mort, c'est-à-dire la diffusion à grande échelle, espère-t-il, de cette vidéo-là qui est ni plus ni moins que son testament criminel. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant son évasion de prison, René Charlebois avait un billet très défavorable à l'endroit de Benoît Roberge. En fait, les deux s'étaient chicanés, s'étaient mis en brouille. Et dans la vidéo, Charlebois n'aborde pas cette chicane-là, en fait. Il n'aborde pas non plus le fait que l'ex-policier n'avait pas retourné ses appels la veille ou l'avant-veille quand il avait tenté de le joindre à l'Îlet-au-Pé. René Charlebois choisit de raconter comment Roberge est venu l'approcher en prison. Donc, je vais vous expliquer une partie de ma vie du temps que j'ai été incarcéré à la prison Le Lafleur à Laval. À un moment donné, je suis en prison, je dois le faire. Là, je me fais coller par le bureau en avant à la prison. Fait que là, la sécurité préventive m'a dit, va dans ce bureau-là, il y a 2 policiers qui viennent t'envoyer. OK, pas de trouble. Fait que là, j'entre dans le bureau, là, j'aperçois un vieux monsieur que j'ai jamais vu de ma vie, ainsi que Benoît Roberge. Là, je vois Roberge, là, je sais que c'est lui qui nous a mis tout en dedans, puis qu'il n'y a rien qu'il n'a pas fait pour nous détruire, tu sais. Alors là, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu sais, ils vont-tu mettre d'autres charges? Parce qu'on sait jamais qu'eux autres, là, tu sais. Fait que là, je rentre dans le bureau, là, c'est une parle, tu sais, salut René, ça va, puis ça va bien. On sait que tu t'en vas au minimum bientôt, puis que tu vas tomber sur l'asphalte, puis tu vas réintégrer la société. Fait qu'on voulait voir si tu filais bien. Non, on ne voit pas ça. Vous ne voulez pas me mettre d'autres charges, le soir? Hein? Mais non, mais juste venir te voir comment c'était, puis je vois très bien, très, 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 très bien. Fait que, là, il dit, il va te laisser ma carte. Puis il dit, appelle-moi, tu sais, c'est un coup de jaser, puis là, je suis qu'est-ce que tu veux, quand, j'ai pas besoin d'amis, allez, des amis. Non, tu garde ma carte, puis s'il y a quelque chose, appelle-moi, puis je vais être là, puis en tout cas. Là, il met sa carte sur la table, là, il voit bien que, tu sais, je veux rien savoir, là, je n'ai pas rien à dire. OK, il se lève, là, lui, puis le bonhomme, il sort.
Là, Benoît Roberge, là, il se met dans la porte, puis là, il me dit à moi, tout seul, il me dit à moi, il dit, appelle-moi, c'est bien important, j'ai quelque chose de bon pour toi. Là, je la regarde, tu sais, étonné, qu'est-ce que t'as, c'est bon pour moi, tu sais, dans ma tête, là. Fait que là, ça a piqué ma curiosité, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, ils s'en vont les deux. Alors le temps passe, 4-5 mois peut-être, et puis un jour, il se fait rappeler au bureau en avant de la prison. Je rentre dans le bureau, Benoît Roberge, il est là. Ben, tu sais, il dit, je t'ai parlé, puis j'ai vu que tu avais les mêmes principes, les mêmes valeurs, puis, tu sais, je sais que toi, tu parleras jamais, puis, OK, oui, mais quoi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Là, il regarde bien. Il dit, là, ce que je fais aujourd'hui, de te rencontrer tout seul, j'ai pas le droit, c'est contre le protocole. Normalement, on est supposé être 2 polices quand on va rencontrer un détenu. Si mon boss vient de savoir ça, je perds ma job parce que je suis venu te voir tout seul. C'est pour te montrer ma bonne foi. Genre, je dis, OK, mais ta bonne foi de quoi? Explique-moi qu'est-ce qui arrive. Alors, il dit, ah ben, là, René, là. Il dit, moi, là, je m'en vais en retraite bientôt. Puis, tout ce que j'ai eu, après toutes ces années de service-là, de vous avoir mis tout en dedans, d'avoir travaillé très, très fort, d'avoir travaillé des délateurs, j'ai fait ma job, je pars, puis j'ai une pension de trou de cul. Ouais. Là, il dit, moi, il dit, je vais avoir une retraite dorée. Tu comprends-tu? Je vais avoir une retraite dorée. Moi, je mérite mieux que la retraite qu'il me donne. Puis, je me sens comme un trou de cul. J'ai pas de reconnaissance de mes boss, de mon monde. Fait que, tu sais, je pars de là avec une retraite minable. Puis moi, je veux de l'argent. J'ai besoin d'argent pour avoir une belle retraite avec ma famille, ma femme et ma fille. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit, ça, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Ben, il dit, gars, il dit, là, je peux pas te parler longtemps. Mais il vient d'affaire pour ça. Je sais que moi, je peux t'aider énormément. Donc, cette proposition-là, clairement, selon Charlebois, c'est Roberge qui lui offre ça. Ça a des avantages pour les deux. Fait que clairement, Roberge a un intérêt. Il s'en cache pas. Il a besoin d'argent. En même temps, c'est un peu particulier parce que policier de carrière, enquêteur vedette, ça fait plusieurs décennies qu'il est dans la police, là. Il a un excellent fonds de pension, il a un excellent salaire. C'est pas quelqu'un qui, normalement, a besoin d'argent puis c'est vieux jours, mais semble-t-il que Roberge, il en a jamais assez. En plus de son fonds de pension, de sa rente à vie, Benoît Roberge s'en va pas à la retraite. Là. Il vient d'être embauché ou il est sur le point de se faire là, pour créer un nouveau service de renseignement à Revenu Québec. Un poste de cadre, un poste de direction où il va probablement faire un salaire là, facilement dans les 6 chiffres. Il est en couple en plus avec une procureure de la couronne, une avocate qui gagne très très bien sa vie aussi. Donc c'est pas la pauvre classe ouvrière, là. C'est des gens qui ont un niveau de vie très 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 confortable, mais c'est pas assez. Benoît Roberge en veut plus, malgré tout cet argent-là. Il veut une retraite dorée, puis c'est pour ça qu'il est prêt à faire de l'argent de façon criminelle, de façon illégale, comme il le propose à René Charlebois. Et il y a peut-être un autre aspect que l'argent qui expliquerait pourquoi Benoît Roberge a fait la démarche pour vendre des informations à un membre des Hells Angels. Je crois que c'est en 2005 que Benoît Roberge a été, pas rétrogradé, mais on l'a tassé des enquêtes sur les moteurs et on l'a envoyé faire des fraudes, des dossiers de fraude. Il s'ennuyait comme les pierres du chemin, là, et puis ça a duré là, pendant, je crois, 3 ans. Il a été vraiment là, tassé de son champ d'expertise. Alors ça l'a frustré énormément. Là. Il l'avouera plus tard là, qu'il y avait du ressentiment là, puis de l'amertume envers ses anciens supérieurs du SPVM. Il faut comprendre que ses supérieurs au SPVM, à ce moment-là, trouvent que Benoît Roberge est quelqu'un d'assez polarisant. Alors, il va
se mettre en porte-à-faux avec son commandant de l'époque, Richard Dupuis, notamment qui va soulever des questions importantes sur la manière dont Benoît Roberge traite avec ses sources. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il a commis l'impensable, l'une des fautes les plus graves pour un policier, qu'il est allé proposer au motard René Charlebois de l'aider à aider les Hells Angels. Ouais, comment tu peux m'aider? Toi, tu sais, je suis en dedans, là, puis je vais sortir, je m'en vais dans un minimum. Puis, il dit, ouais, non, il dit, je peux t'aider énormément. Il dit, moi, tu sais, il dit, je suis à la base de tout, je connais tout, j'ai tout le monde avec moi. Les enquêtes en ce moment dehors, je les connais toutes. Les informateurs, les codés dans la rue, je les connais toutes. Je peux t'y donner. Tu vas tomber, il me disait à moi, tu vas tomber sur le cul avec les noms de données, qui sont décodés, ça fait des années. Ça, il commence de même, là. Il dit, moyennant de l'argent. Puis il dit, gars, il dit, à la limite, là, il dit, je peux te donner la vedette. La vedette, c'est Boulanger, le délateur dans le projet Shark. Il dit, je peux te dire où est-ce qu'il est. Je peux te dire qu'à toi, mercredi, il arrive à tel aéroport. Puis, mettons, tu me dis, OK, tu le veux, là. Ben, il dit, gars, ben, il dit, moi, m'a trouvé exactement où est-ce qu'il est. Puis, arrangez-vous avec. Mais il dit, ça va coûter une couple de millions. C'est vrai, et ça a glacé le sang de tout le monde. Le policier Benoît Roberge a proposé aux Hells Angels de lui dire où se trouvait le témoin principal de l'opération Shark. On retrouve la preuve de ça à différents moments dans les conversations téléphoniques récupérées par la SQ d'ailleurs. L'opération Shark, c'est une des plus grosses opérations policières à jamais de s'être déroulée au Québec. Le 15 avril 2009, on a mené une vaste rafle qui avait pour but de démanteler toutes les activités illégales des Hells. C'est 3 ans d'efforts de la part de différents corps de police, dont la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada. Alors, le témoin principal dans le procès Shark, c'est un ancien Hells Angels qui s'appelle Sylvain Boulanger. C'est un délateur. Alors, le calcul est assez simple. Si le témoin principal se fait éliminer par les Hells Angels parce qu'un policier corrompu a décidé de leur dire à quel endroit secret il se cachait, ben potentiellement, il n'y aurait plus de procès. C'était de la merde. Les 2 remises de rançon, c'était de la merde. Mais Cyril est au téléphone. Et il dit, si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te contacter, puis je vais t'accorder une entrevue. Il m'a regardé. Paf! C'est Cyril. Mon nom est Stéphane Berthomé et comme vous venez de l'entendre, dans ce balado en 5 épisodes, vous découvrirez les aventures les plus incroyables de la longue carrière de Claude Poirier. Le balado 10-4, Les secrets de Claude Poirier, est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca ou sur toutes les plateformes de balado. 10-4. Juste pour faire un rappel historique, là, Sylvain Boulanger, c'était un membre du chapitre de Sherbrooke des Hells Angels qui a pris sa retraite en bon terme. En bon terme, ça veut dire ben tu te feras pas tuer là. Et en 2006, il y avait eu de la chicane avec d'autres membres et bon, il a préféré partir. Il l'avait sur le cœur. Et quand il y a un policier de la Sûreté du Québec qui l'a approché discrètement, peut-être considéré la possibilité de collaborer avec nous autres, mais Boulanger, il a dit oui. Alors, pendant quelques années, là, presque 3 ans, Boulanger a collaboré avec les policiers dans ce qui allait devenir l'opération Shark. C'était du jamais vu à l'époque. C'est une des plus grosses opérations en termes de nombre de motards visés par des accusations criminelles. Et Boulanger, là, pendant des mois, il s'est assis avec des enquêteurs dans un chalet, là, on sait pas où exactement, dans le plus grand secret, et il a révélé un paquet de secrets des Hells Angels.
Il a donné des noms concernant des meurtres. Il a expliqué les rouages du trafic de drogue. Il a expliqué un paquet d'affaires. Et c'était là vraiment pour ça, et ça c'est rare, il faut le dire, là, dans l'histoire, là, des délateurs là, des membres des Hells Angels qui ont viré capot là, comme ça. C'est quand même assez rare. Et pour ça, lui, il a reçu l'immunité totale, complète pour les crimes qu'il avait commis, dont 2 meurtres. Et donc 2 meurtres dont il n'a finalement jamais été accusé, qu'il a avoué pourtant. Puis, il a reçu une compensation financière de près de 3 millions de dollars. Alors, c'était le gros témoin de la couronne dans l'opération Shark. Donc, quand Benoît Roberge est allé dire à Charlebois, ben, Boulanger, on connaît un peu ses allées et venues, puis je pourrais peut-être te dire, tu sais, tel jour, il va être à l'aéroport, on va le chercher, mais pour rien être là, tu sais. Ça va vous coûter une couple de millions, mais ça serait fini, ça tuerait le dossier Shark. Alors, évidemment, pour les Hells Angels, c'était assez inespéré comme proposition, d'autant plus que on a appris plus tard que la tête de Boulanger était effectivement mise à prix. Il y avait un contrat de meurtre d'une valeur d'1 demi-million de dollars qui avait été levé sur lui. Donc, c'est certain que René Charlebois, quand il a entendu ça, il a écouté attentivement. Finalement, la transaction a avorté. Et les allées et venues de Sylvain Boulanger n'ont pas été communiquées, c'est ce qu'on pense en tout cas, au motard René Charlebois. Mais Charlebois affirme que c'est lui-même qui n'aurait pas voulu aller de l'avant dans cette affaire-là. Il est revenu plusieurs fois avec Boulanger pour qu'il me donne Boulanger pour une couple de millions, ce qui restait pour qu'on puisse s'en débarrasser. C'était malade. Mais c'était trop gros. Tu sais, mettons que j'aurais voulu faire du mal, puis pourtant je l'ai Boulanger, là, c'était un vrai rat. Mais rat comme ça se peut même pas. Mais ça aurait fait plus mal à mon monde qu'à lui. Parce que, tu sais, toute l'opinion publique s'aurait viré contre moi, puis il aurait fallu que je me pousse pour aller commettre un meurtre, alors que non, c'est pas moi, ça, tu sais, je suis pas un meurtrier, même si j'ai tué un agent codé. C'est une erreur de parcours, tu sais, Fait que là, j'arrêtais pas de penser à ça. Fait que là, il m'a fait rentrer un cellulaire au Leclerc, fait que là, j'ai un cellulaire, puis là, je l'appelle. Ouais, moi, ça va, puis il me dit, gars, j'ai pensé à ça, puis tu sais, j'ai plusieurs affaires que je peux te donner, puis tu vas capoter, on a des informations, des agents codés, des membres en règle des Hells Angels. De quoi tu me parles là? Quand il m'a dit ça, j'ai dit, wow, c'est dans mon monde. Moi, je veux pas que personne aille en prison, parce que je souhaite pas une journée de prison. Même à mon pire ennemi, je souhaite pas une journée de prison à personne. Fait que le fait d'envoyer du monde qui est proche de moi ou qui est proche de nous autres en prison, non, oui, si je suis capable de sauver ça, on va le sauver. Fait que je me suis dit, OK, regarde, laisse-moi y penser, puis je vais te rappeler à peu près dans le salon. Charlebois, lui, il trouve ça intéressant, tu sais, si effectivement le policier peut me donner de l'information qui va me permettre d'éviter la prison à mes amis, qui va nous permettre aussi de savoir c'est qui les chiens, c'est qui les rats qui travaillent avec la police pour nous dénoncer, des gens qu'on pense qui font partie de notre gang, mais dans le fond, sont en train de nous trahir depuis des années dans des enquêtes policières. C'est sûr que ça l'intéresse. Fait que là, moi, je m'arrange pour que mon téléphone, je peux le bugger. Ça veut dire que moi, quand j'appelle, je parle avec lui, que tout est enregistré. Pour me sécuriser moi, me protéger moi, parce que je suis quasiment sûr que c'est un setup, c'est trop beau pour être fait, ce qui se passe là. T'sais. Dans la tête de René Charlebois, à ce moment-là, même quand
quand Robert, je vais essayer d'être gentil puis de proposer une collaboration, Charles Lebois est convaincu que c'est un piège, c'est un guet-apens. On veut le frémer puis on va encore y faire passer une couple d'années au pénitencier. Ça va vraiment prendre des bons arguments. Il va falloir que la confiance s'établisse pour que Charles Lebois lève la garde un peu puis accepte de collaborer, accepte de verser des montants d'argent significatifs en échange d'informations. Mais même là, il va jamais complètement baisser la garde. Il va choisir d'enregistrer des conversations et c'est le début d'une longue et fructueuse collaboration entre un policier dont personne ne doute de la probité et un criminel de carrière. La première personne que le policier va vendre au motard, c'est un membre en règle du chapitre de Québec des Hells Angels qui collabore avec la police. Étant donné que ça, c'est tout réglé, comme quoi que c'était approuvé que c'était un rat, que c'était un agent codé, là, je l'ai payé, Benoît Roberge, pour ces informations-là. Envoyé, je ne me trompe pas, ça doit être 300 000, ça a fini comme à 160 000. Il y a eu un argent. Ça, c'est la première transaction qu'il a faite avec moi. Mais entre ça, il m'a donné un paquet d'enquêtes, un paquet d'informateurs dans la rue, des petits informateurs, des codés, qui sont à proche de nous autres. Et à chaque fois qu'il me donnait un nom, je capotais, je tombais sur le cul, je disais, non, ça se peut pas qu'il essaye de même. Il me disait, oui, il a dit ça de même, il a dit ça, il a parlé de lui de même. Puis là, tout ça concordait avec des enquêtes qu'il avait. Benoît Roberge, il me disait quelque chose le lundi, puis le mercredi, il se passait exactement ce qu'il m'avait dit qu'il allait se passer. Alors lui, il n'en revenait pas. Il était comme aux premières loges. Il était au courant de toutes les enquêtes qui se passaient. Avant même que ça soit connu dans le grand public puis par les médias. Roberge lui aurait aussi dit que la police était en train de préparer la fameuse opération Shark, mais en version ontarienne cette fois-là, pour démanteler le réseau. Il dit, tu veux-tu sauver plusieurs chapitres de Hells Angels au Canada? Fait que là, il m'a dit, moi, je peux pas laisser faire ça. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct, je commence tu veux pour ça. Je me demande à Robert, je commence tu veux pour ça. Combien d'argent que tu veux pour ça? Ben, il dit, gars, tu sais, ça vaut une coupe de 100 000, là, tu vas sauver un chapitre, puis tu vas au complet, puis tu vas sauver un paquet de membres dans la Ligue de l'Ontario grâce à ça, puis tu sais, ça vaut une coupe de 100 000 encore, tu sais. Fait que là, moi, tu sais, je veux pas lui donner tout le temps, mettons, 100 000, 200 000, 300 000 à chaque information de même qu'il va me donner, tu sais, ça finira plus. Fait que là, tu sais, je m'en essayé de... Puis, en tout cas, je m'en essayé de le délai le plus que je peux, parce que je veux pas que ça me coûte une fortune. Au fond, Benoît Roberge n'a jamais arrêté de donner des informations sur des enquêtes en cours. Toutes des informations extrêmement sensibles, toujours contre d'importantes sommes d'argent. Par exemple, dans des dossiers hyper importants, il a vendu de l'information sur qui allait se faire arrêter. Et ça a permis dans certains cas d'avertir des criminels qu'ils allaient se faire passer les menottes à telle date, et ça permettait aux criminels de s'enfuir avant que la police cogne à leur porte. Fait qu'il dit, OK, il dit, gars, il dit là, il y a une grosse, une très, très, très grosse opération qui va arriver d'ici une semaine. Je dis, OK, ça concerne quoi? Il dit, ça concerne un de tes frères du BC, de la Colombie-Britannique. Il y a un paquet d'autres qui va se faire arrêter là-dedans. C'est à travers le Canada. Il y a du monde, des anciens rockers qui sont là-dedans, qui se font arrêter. Fait qu'Alain me dit à moi, il dit, regarde bien, il dit, là, je te donne ce dossier-là. Mais il dit, je veux 100 000, je pense que c'est 100 000 ou 150 000 qu'il voulait pour ça. Il dit, ils vont se faire arrêter la semaine prochaine, au plus tard le mercredi, ils font la radio. Au complet, ils embarquent tout ce monde-là. C'est pas sérieux, aussi. Ils vont tout embarquer ce monde-là. Je commençais, tu sais ça? Oui, ça fait là. Il dit, moi, je suis au courant de toutes les enquêtes, mais il dit ça particulièrement, c'est l'opération Locasse. Il dit, c'est ma femme qui s'occupe de ça, parce que sa femme, Roberge, qui est procureur de la couronne à Montréal, qui s'occupe du projet Locasse.
Fait que là, il me dit ça, tu sais, c'est ma femme qui s'occupe de ça. Fait que là, pour un mec qu'elle sache ça, que je te donne des informations là, qu'ils vont se faire tout arrêter la semaine prochaine, tu sais, c'est son dossier à elle. Fait que j'ai tout lu son dossier, puis là, je te le donne, tu sais, si ma femme n'est qu'à apprendre ça, c'est sûr que je suis mort. Quand c'est arrivé, fait que là, j'ai rappelé Roberge, Benoît. Il dit, je te l'avais dit. Je vois, ouais, c'est correct. Il dit, là, t'es sorti averti. Je vois, oui. J'ai envoyé un message, là. Je sais pas s'ils l'ont pris au sérieux, puis tout ça. Il dit, oui. Roberge, il dit, oui, ils l'ont pris très au sérieux, parce que quand ils sont rentrés chez eux, il dit, les tiroirs étaient tout ouverts. C'est comme si un gars, il allait rentrer en coup de vent, vider ses affaires, puis il s'aurait poussé de là. Fait que donc, il a eu l'information, je vais être payé. Ah, ben, j'ai dit, OK, c'est correct, je vais vérifier ça. Fait que, comme des fêtes, c'est ça qu'il avait fait, selon Roberge. Fait que, j'ai envoyé l'argent. J'ai envoyé, je pense, c'est 75 000, quelque chose du genre, là, non, c'est 60 000 que j'ai envoyé. 60 000. Fait que, lui, il voulait 100 000, 100 quelques mille, 100 000, puis après ça finit à 60 000 pour l'histoire du projet. René Charlebois gagnait plusieurs choses en acceptant de collaborer puis en acceptant de payer. Puis pas des petits montants. Hein. Selon ce qu'il dit, il a donné à peu près un $500,000 à Benoît Roberge, bien que finalement, dans la preuve, quand Roberge va être accusé, on parle un peu plus de 100 000 $. Mais c'est quand même des montants considérables. Il gagne d'abord, je dirais, un certain respect auprès de ses pairs. Il faut comprendre que René Charlebois est incarcéré depuis une dizaine d'années. Donc, ça fait 10 ans qu'il est plus dans la rue, là, qu'il est plus en train de prouver nécessairement sa valeur. Et c'est une bonne façon pour lui de montrer qu'il a encore une grande utilité au milieu criminel. Hein? On comprend que René Charlebois gagnait plusieurs choses en marchandant avec Benoît Roberge. Mais du côté policier, qu'est-ce qui a pu pousser un homme à trahir son organisation comme il l'a fait? Ça va rester un mystère. Parce que je vous rappelle qu'on a contacté Benoît Roberge pour le projet et il a décliné notre demande d'entrevue. Je me suis souvent demandé s'il se rendait compte de cette trahison-là ou de la gravité de ce qu'il était en train de faire au moment où il vendait de l'information à René Charlebois. Où il donnait des noms de délateurs, où il donnait des noms d'individus qui allaient se faire arrêter. Puis j'en suis venu à la conclusion que je suis pas sûr qu'il se rendait compte en totalité de la gravité de ce qu'il faisait. Je pense que Benoît Roberge, dans sa carrière, on lui a tellement donné de latitude, on lui a tellement donné de cordes, il était tellement respecté qu'il avait très peu de compte à rendre. Je pense que ça faisait des années qu'on lâchait lousse, puis qu'il, dans le fond, il se sentait un peu tout puissant, comme s'il n'y avait pas de règles à respecter. Probablement là, que son ego a pris le dessus. Mais l'autre chose qui pour moi apparaît comme une évidence, c'est à quel point son appât du gain, son désir d'avoir toujours plus de fric, d'argent, était important pour lui. Parce que même si tu aurais eu besoin d'une couple de rappels à l'ordre sur les règles éthiques, ce qui se fait pas dans le milieu policier, ça c'est une chose, là. Mais il faut vraiment que tu aies besoin d'argent ou que tu veuilles de l'argent, que ce soit jamais assez pour mettre de côté toute ta carrière, pour oublier ces principes fondamentaux-là pour une poignée de dizaines de milliers de dollars. Donc, pour Benoît Roberge, là, c'est bien plate, là. Mais le désir d'argent puis la soif d'avoir une couple de milliers de dollars de plus dans son petit bas de laine pour la retraite a été plus forte que tout. C'est difficile, même 10 ans plus tard, de cerner l'ampleur des dommages que le ripou des Hells a causés au système judiciaire, à la police et, disons-le, à la société. On sait qu'il y a des suspects qui ont été acquittés, des verdicts qui ont été renversés. Et on sait surtout que même aujourd'hui, la police de Montréal subit encore les contre-coups de l'arrestation de Benoît Roberge.
C'est à suivre dans le 4e et dernier épisode du Ripou des Hells. Je m'appelle Félix Séguin, je raconte cette histoire-là avec le directeur du bureau d'enquête de Québecor, Jean-Louis Fortin, et le journaliste Éric Thibault. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube Radio pour son aide. Le mix sonore est effectué par Philippe Séguin et c'est une production du bureau d'enquête de Québecor et de Cube Radio. Si vous aimez le balado, n'oubliez pas de vous abonner sur Cube ou une autre plateforme de balado. Vous pouvez aussi suivre le bureau d'enquête de Québecor en vous abonnant à notre infolettre et nous lire dans le Journal de Montréal et de Québec. Pour en apprendre davantage sur l'histoire invraisemblable du policier corrompu Benoît Roberge, lisez Le Ripou des Hells aux éditions du Journal ou en vente sur cubelivre.ca ou chez votre libraire. Je vous invite aussi à découvrir nos autres séries de balados produites par le bureau d'enquête. Le Casanova de Montréal, Par pure vengeance et les 2 saisons de Narcos PQ.